Très beau générique. Et le très beau. Bonjour à tous, bienvenue chez CDR. On se trouve ce soir avec Raoul Maniberton, qui est directeur de la campagne de Clara Heiger, candidate à la présidentielle de 2022 pour le mouvement Espoir RIC. Raoul, bonsoir. Bonsoir. Je te laisse te présenter en quelques mots, parce que tu es un spécialiste du RIC, tu as travaillé ces sujets de la démocratie directe en particulier depuis de nombreuses années, donc je te laisse la parole pour une petite présentation. Oui, effectivement, moi je m'appelle Raoul Maniberton, je travaille à l'université, c'est ça qui me vaut mon argent tous les mois. Euh, oui, je travaille sur le RIC et sur la démocratie directe. Au fil du temps, j'ai vu que c'est vraiment le système qui est le meilleur et on le connaît peu. Et lorsqu'il y a eu les mouvements Gilets jaunes qui demandaient le RIC, je me suis donc investi, j'ai écrit avec Clara un livre, on était dans les manifs et c'était inespéré que quelque chose comme ça puisse sortir d'un mouvement aussi large, puisque même mes collègues ne connaissaient pas. Et du coup, on a été assez actifs là-dessus et on a été approché par différents mouvements à la suite surtout de notre livre. Et en particulier, on a été approché donc pour cette candidature à la présidentielle à la fin de 2020. Et voilà, par des groupes que vous connaissez peut-être, qui représentent RIC France, Clic RIC, Culture RIC, voilà, tous ces groupes qui se sont créés autour de cette question. Et voilà, de fil en aiguille, on a commencé à réfléchir sur comment faire pour essayer d'expliquer qu'en fait, mettre le RIC est quelque chose de très simple en France. Mais il faut juste de la volonté. Et non seulement simple, mais c'est quelque chose qui est totalement souhaitable si on veut éviter de passer notre vie dans des manifestations où on tape dessus. Donc, on a commencé ça. On a choisi, euh, disons, tous ensemble, on a choisi Clara comme candidate. Bon, elle n'était pas très motivée au début, hein, mais elle a fini par accepter. Et on a commencé à faire ce petit mouvement pour voir jusqu'où on pouvait porter ça, sachant que le RIC peut être introduit de manière légale par le président de la République. Donc, c'était l'élection qu'il fallait, puisque le Parlement ne peut pas le faire, les maires ne peuvent pas le faire. Il n'y a que le président qui a une voie réaliste pour pouvoir mettre en place ça. Définitivement, pour toujours. Et donc, on s'est lancé là-dessus et les choses nous ont pris un peu parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Maintenant, on a une équipe de personnes euh, très motivées, très bons. Donc, c'est magnifique. Et tu veux dire par là que vous vous êtes tous rejoints, alors tu citais Espoir, enfin Clic-Ric, Culture-Ric et les collectifs qui existaient déjà. Est-ce que vous avez fusionné ou vous Non, existez non, pas tous du tout, parce que indépendamment? on n'a pas fusionné parce que les différents collectifs RIC n'avaient pas une visée électorale. Mhm. Un comité de liaison des groupes. Clic-RIC, Culture RIC est quelque chose qui veut faire de l'éducation populaire et veut diffuser le RIC. Nous avons Opération RIC, qui était quelque chose qui voulait faire pression auprès des parlementaires. D'accord. Donc, chacun avait a son propre but, et donc c'est important qu'il reste ainsi et qu'il développe son but, et bien au-delà de l'élection présidentielle. Mais par contre, ça a assez pris dans le sens où ces personnes se sont retrouvées autour de cette expérience de faire une candidature. Et D'accord. voilà. D'accord. Non, mais on voit que voilà, vous avez bien progressé et on peut clairement dire que la question du RIC, elle a été mise sur la table depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, hein. Je pense que sans les Gilets jaunes, personne n'aurait été au courant. Parce que je sais, c'était très difficile de développer ça Mm. et de faire connaître ça. Même en le faisant connaître comme on fait les Gilets jaunes, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses fausses sur le RIC.
Mhm. Et donc, c'est vraiment une vraie bataille. La première bataille, c'est déjà de faire comprendre que c'est quelque chose de simple, de civique, Mhm. et surtout qui protège les gens qui n'ont pas le pouvoir. D'accord. Et alors avant de détailler les différents types de RIC, parce que quand on s'adresse à des non-spécialistes dont moi je suis ou j'étais, moi, je connais un petit peu plus, mais on sait qu'il y a les RIC constituants, le RIC révocatoire, le RIC en toute matière. Avant de le décortiquer un petit peu, est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique, comment dire, la filiation de cette idée du référendum d'initiative citoyenne? C'est-à-dire que, est-ce que ça vient du fond des âges? Est-ce que ça vient d'une période historique précise, d'un pays précis? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, oui. Alors, c'est quelque chose de très ancien qui était pratiqué beaucoup dans des communes de montagne. Alors, d'abord, j'explique en quoi que ça consiste pour que tout le monde puisse comprendre. C'est Mhm, que l'idée, c'est de pouvoir légiférer sans les représentants. mhm. Euh, les représentants, ils restent, hein. Ils sont là parce qu'on ne va pas non plus voter tout le temps. Mais nous, on peut aussi légiférer si on trouve quelque chose de très important. On trouve que les représentants font des bêtises. Donc, c'est quelque chose qui existait au Moyen Âge dans les communes alpines autour des Alpes et aussi des Pyrénées. Les Pays Basques pratiquaient aussi pas mal. Et ça a été réprimé du moment que ces communes ont été intégrées dans des plus gros États. Euh, mais elles restaient un peu, si bien que, par exemple, ça a été réfléchi pendant la Révolution française au niveau du pays tout entier. C'était Condorcet qui l'avait mis dans la première constitution qui n'a jamais, en fait, pris La place. Donc, en Constitution fait, de l'an 1? oui, exactement. C'était en D'accord. fait cette constitution-là qui devait être appliquée juste après la Terreur et puis après qui n'a pas été fait vu que, on va dire, les bourgeois ont pris le pouvoir, n'est-ce pas? Mhm. Mais c'est dans cette constitution de l'an 1, il y avait cette possibilité de décider directement. Alors évidemment, quand on décide directement tous ensemble, c'est quelque chose d'un peu plus lent. Donc c'est utile qu'il y ait un Parlement qui prenne des décisions plus rapidement, mais c'est aussi utile que ce Parlement qui prenne des décisions plus rapidement, ces décisions soient moins importantes. Donc ça existait. Et alors paradoxalement, cette idée qui avait été développée, parce que Condorcet a imaginé comment ça se passe au niveau d'un pays entier, en France a été réprimée, mais en fait en Suisse ça a eu un écho très important. Mhm. Et donc en 1848 en Suisse, ils ont mis en place les jalons de cette idée et qui a été finalisée en 1891, donc au 19e siècle. Et la même chose, sous l'influence suisse, les États de l'Ouest américain, qui à l'époque étaient encore, ils venaient de rentrer dans la Confédération, pour garder leur indépendance, ils ont mis en place aussi le RIC, ils utilisent encore aujourd'hui, par exemple la Californie, l'Oregon, le Colorado. Et aussi, au début du siècle, ça a été mis en place en Uruguay. Donc, en fait, c'est des pays qui ont eu une influence comme ça, des gens qui l'ont mis en place, et qui, à l'époque, c'était des pays où il y avait encore beaucoup de gens analphabètes, mais qui pourtant proposaient les lois et votaient. Donc, rien à voir avec aujourd'hui, et qui D'accord. sont devenus les pays les plus prospères de leurs continents respectifs. Donc, il faut voir aussi que c'est quelque chose Donc qui toi, tu est fais le lien directement entre la prospérité d'un État-nation, la Suisse, donc en Europe, le Colorado, certains États en Amérique du Nord et l'Uruguay en Amérique du Sud, pour dire que c'est parce que les citoyens ont cette possibilité-là que le pays est le plus prospère. tout à fait. Je pense qu'il y a un lien complètement direct et je peux même expliquer un peu pourquoi, si ça Oui, t'intéresse. pourquoi? Euh, Oui, oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. En fait, la question est que l'économie, basiquement, fonctionne bien quand il y a deux choses. Il y a des règles qui sont stables dans le temps, parce que n'importe qui veut ouvrir un bar ou faire une entreprise, il a besoin de visibilité à long terme, hein. Les lois ne peuvent pas changer tous les 5 ans. Et de l'autre côté, il faut que ces lois stables soient acceptées par la population. Parce que des lois qui ne sont pas acceptées, ils produisent des gens qui ne les respectent pas. Mhm. Et donc, et s'il y a des gens qui ne les respectent pas, évidemment, c'est plus difficile de respecter les règles et faire un projet.
Ce système avec le RIC apporte ces deux choses, parce que lorsqu'il y a des règles de base qui sont votées par tout le monde, elles sont beaucoup plus dures à changer, parce que en fait, il faudrait changer les gens. Autant un parti, il peut avoir une alternance, un autre parti au pouvoir qui change, on change les règles, comme il se passe d'ailleurs en France, on a toutes sortes de changements de règles à chaque fois qu'il y a changement de majorité, ce qui est pas plus mal pour des petites règles, mais pour les règles basiques de notre société, c'est vraiment un problème. Mm. Et de l'autre côté, on a des règles qui la plupart du temps ne sont pas acceptées parce qu'elles sont Mhm. prises par une petite minorité. Donc, cela fait que les règles ne sont pas respectées, il y en a trop, donc on ne les connaît pas. Si vous demandez, d'ailleurs, on est en contact avec les maires, eux-mêmes ont du mal à respecter les règles, tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas, il y en a trop, en fait. D'accord. Et avec le RIC, c'est ça, les règles de base sont posées, sont consensuelles, durent longtemps, et cela permet à chaque citoyen d'évoluer dans un environnement qu'il a lui-même contribué à créer, et donc qu'il accepte plus facilement. D'accord. Donc en gros, tu dis que c'est un gage de stabilité, quoi, le fait que le RIC soit possible dans une population. Bien sûr, stabilité démocratique, aussi les pays qui ont eu le RIC n'ont jamais connu de coup de force, coup d'État, des bouleversements de ce type, alors que Ouais. presque tous les autres en ont connu. Mm. Parce que en fin de compte, c'est vraiment un instrument. Le RIC, si vous voulez, c'est la possibilité pour chacun de nous de proposer une loi, d'aller chercher des signatures. Donc évidemment, moi tout seul, j'y arrive pas, mais moi avec vous, avec des associations qui se créent, c'est possible d'aller les chercher et de soumettre à l'ensemble de la population la loi qu'on a proposée. Ce système-là permet typiquement de se protéger contre des, des tournants autoritaires, contre des gens qui voudraient concentrer le pouvoir. C'est pour ça qu'on a toujours remarqué que les partis politiques n'ont pas été systématiquement contre le RIC. Dans l'histoire, au contraire, il y a presque tous les partis ont défendu le RIC à un moment donné, mais c'était toujours au moment où ils ne gagnaient pas. Ah oui, donc quand ils C'était sont dans l'opposition. exactement. Quand ils sont en Mm. opposition et qu'ils n'ont pas des perspectives fortes de gagner aujourd'hui. Par exemple, les partis d'extrême droite soutiennent le RIC mal, il faut dire, hein, mais ils le soutiennent. Et ils sont dans cette situation. Les libéraux l'étaient dans les années 20, les socialistes à la fin du 19e siècle. Donc, à chaque fois, quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à percer et à contrôler le pouvoir, eh ben, on veut du contre-pouvoir et c'est ça que donne le RIC. Donc, c'est Mhm. précisément l'instrument des gens qui s'occupent pas spécialement de politique, qui font pas leur carrière là-dessus, mais qui veulent quand même contrôler les gens qui décident à leur place. Mm. Et donc, par rapport à ce contrôle, il y a des faits, par exemple, historiques qui sont intéressants. Il y avait une opération secrète, par exemple, en 1940, qui était censée, allemande, hein, qui était censée produire un envahissement de la Suisse. Les Suisses ont été au courant. Ils ont nommé un général parce que leur armée est une armée de conscription, tout le monde, comme nous avant, hein, c'est-à-dire tout le monde fait le service militaire, et il n'y a pas de généraux, elle est très égalitaire, mais on a le droit de nommer un général en période de crise. Donc ce général a dit, bon, la première chose qu'on fait, c'est on modernise les fusils, on les donne à toute la population. La deuxième chose qu'on fait, c'est que quand je donne un signal, vous pouvez vous retirer sur une ligne de montagne. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on donne plus de pouvoir aux militaires. Les Suisses ont voté, on met une pétition en disant cette dernière chose, on ne le veut pas. Et en 1940, ils ont voté contre donner plus de pouvoir aux militaires. Donc, en fait, D'accord. c'est un système dans lequel on est toujours, ça rappelle nous, hein, parce que nous, on n'est pas en temps de guerre, mais on voit bien que en temps de Covid, par exemple, en temps de terrorisme, on a des lois qui concentrent le pouvoir dans des peu de mains, profitant du fait qu'il y a une crise. Et donc, il faut ce système-là. Alors, encore aujourd'hui, en Suisse, ça y est, ils ont une initiative sur les lois Covid. Mm. Et peu importe s'ils disent oui ou non, l'important, c'est pouvoir le faire pour Mm. pouvoir contrôler ce que les élus font. Les élus qui se sentent contrôlés agissent aussi différemment parce que les lois Covid en Suisse sont par exemple beaucoup plus douces que les lois Mm. Covid ici. Il n'y a pas de passe sanitaire, il y a eu un confinement minimal, etc.
Ouais. Donc, oui, on serait dirigé effectivement différemment si le RIC était appliqué, y compris en ce moment avec la crise sanitaire en France. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on a une petite voix qui nous accompagne chez CDR, en la personne de Gaël, et qui a une question à te poser concernant notamment le RIC constituant. Et je vais la laisser te poser cette question. Ok, bonsoir Raoul. Bonsoir. Oui, j'ai été voir un petit peu sur la page internet d'Espoir RIC j'ai vu qu'il était mentionné RIC constituant essentiellement. C'est vrai qu'à la faveur du mouvement des Gilets jaunes, on a beaucoup entendu parler surtout du RIC Carl, Carl pour c'est constituant, abrogatoire, révocatoire et législatif. Et je voulais savoir donc pourquoi vous mettez plus l'accent uniquement sur le constituant ou les autres sont aussi euh, dans le programme ou plutôt le constituant seulement. Merci. Donc, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, tu l'as bien expliqué. Généralement, avec les Gilets jaunes, c'est sorti sur Carl. Constituant, c'est pour changer la Constitution. Abrogatif, c'est pour abroger des lois qui ont été faites. Par exemple, si on prend la loi sur les taxes, sur les carburants, ben, la possibilité de l'abroger à partir d'une pétition puis d'une votation. Le révocatoire, c'est pour révoquer des élus. Et le législatif, c'est pour changer des lois ordinaires. Donc, c'est ces quatre, comme tu le dis. Alors, nous, on a choisi de faire le RIC constituant pour une raison très simple. Le RIC constituant est le plus important parce que dans un pays comme la France, celui qui contrôle la Constitution est le patron. Aujourd'hui, il faut aller voir dans la Constitution qui contrôle la Constitution et on saura qui est le patron, à savoir le président et le Parlement. Donc, quand on met un RIC constituant, c'est-à-dire que les changements constitutionnels peuvent être initiés par la population et doivent obligatoirement être votés par la population, eh bien là, on donne le pouvoir ultime, le dernier mot, aux citoyens. Alors, quand les citoyens ont le dernier mot, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire plein de trucs. Ils peuvent d'ailleurs abroger la taxe pour l'essence. Par exemple, ils peuvent mettre une loi constitutionnelle qui dit que toutes les fois qu'ils mettent une taxe pour des ressources énergétiques, par exemple, il faut faire un référendum. Donc, c'est aussi une possibilité d'abroger quelque chose qui a été fait. Il permet de modifier son propre RIC. Puisqu'il est dans la Constitution, on peut changer la Constitution. Si le RIC qu'on met en place, il n'est pas bon, eh bien, les citoyens pourront aussi l'améliorer. Donc, il permet de s'améliorer avec le temps. Et c'est possible, avec ça aussi, d'introduire un RIC plus proprement abrogatoire, législatif et révocatoire. Donc, en fait, la question est, ce qu'on veut, nous, à travers ce mouvement, c'est faire comprendre que ce qu'il faut, c'est mettre une rupture, mettre ce qui fait qu'on ne retourne plus en arrière. La possibilité pour les citoyens d'avoir le dernier mot. Et ensuite, cela permet aux citoyens eux-mêmes de créer les règles du RIC qu'ils souhaitent et les règles en général de la vie en société qu'ils souhaitent. Naturellement, il y aura des représentants, il y aura une présidence qui veille au bon fonctionnement, mais les citoyens, à ce moment-là, seront les patrons des élus. C'est-à-dire que quand on va les voir, les élus savent que s'ils nous répondent mal, s'ils font quelque chose qui va pas, une loi qui nous plaît pas, nous, on peut les casser leur truc à tout moment. Donc, en fait, c'est pour ça que le Ricard est super. Hein. Moi, je suis favorable à tous les variantes de Ricard, mais que ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance n'est pas du tout la même entre le constituant et tout le reste, en fait. C'est pas au même niveau. Et il faut une revendication minimale parce que c'est le constituant qui est le point de rupture, c'est pas les autres. Je ne sais pas si... Oui, ok. En fait, à partir du constituant, pourront découler les autres Exactement. finalement. Oui, d'accord. Ok, merci. Là, ça me permet de rebondir. Est-ce que le RIC constituant, c'est vraiment le seul point programmatique d'Espoir RIC, ou alors vous avez travaillé d'autres points que vous voulez mettre sur la table au moment de la campagne présidentielle?
Alors, alors, notre point, c'est vraiment le RIC constituant. C'est le mettre en avant. Mais là-dessus, il faut voir qu'on a eu effectivement beaucoup de discussions, et notamment sur la question, l'élection présidentielle est un jeu qui permet de parler, enfin qui fait parler de toutes sortes de sujets. Et donc, le fait d'être monothématique, c'est une difficulté. Là, on a résolu avec deux répondants. On connaît d'autres candidats en ce moment qui sont monothématiques, hein. Enfin, des Voilà. candidats pas encore tout à fait déclarés, mais tu vois. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'est pas monothématique, en fait. C'est tout simplement ça. Il y a deux questions importantes. La première, c'est que lorsque vous allez voir la Constitution française, la nôtre, la Constitution française n'est pas respectée. Pourquoi? Parce qu'un président, il est écrit très clairement qu'il ne doit pas s'occuper de la santé, ils ne doivent pas s'occuper de l'inégalité, ils ne doivent pas s'occuper de la sécurité, ils ne doivent pas s'occuper même pas de la politique extérieure, contrairement à ce qu'on dit parfois. Il doit s'occuper, en revanche, de comment ce pays sera gouverné, de la méthode de gouvernance. Le président est le président de tout et un président qui arbitre entre les pouvoirs. C'est le président qui devrait faire attention à que le gouvernement n'empiète pas sur le Parlement, comme aujourd'hui il est en train de faire, que le gouvernement n'empiète pas sur les pouvoirs locaux, comme aujourd'hui il est en train de faire, qu'il y ait une relation entre les citoyens et l'armée qui est transparente, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas? Parce que nous n'avons plus de président arbitre. Nous avons un président qui est juge et parti, c'est-à-dire qui est le chef du gouvernement, et donc le gouvernement écrase tous les autres pouvoirs qu'on a. Donc nous, on voudrait, le premier point, on voudrait faire comprendre que un ensemble de problèmes que nous avons sont liés au fait qu'il n'y a plus d'arbitre dans le navire. C'est comme si on jouait un match de foot, par exemple, prenons les élus locaux et les élus centraux, ou alors prenons simplement des citoyens qui manifestent et le gouvernement de l'autre côté. Il y a un match de foot, il n'y a plus d'arbitre. Parce que même quand on avait le vieux de Gaulle, quand il y avait des manifestations partout en 68, lui, il dit, bon, votons. Je dissous l'Assemblée, revotons. Là, c'est plus possible parce qu'il n'y a pas cette figure-là. Donc, la première chose, c'est que quand les candidats nous parlent de ce qu'ils veulent faire pour sauver la France, eh ben, ils sont en train de trahir notre Constitution et ils désirent, dès qu'ils le disent, être des dictateurs parce qu'ils sont en train de dire qu'ils vont contrôler tous les pouvoirs et ils peuvent le faire malgré que la Constitution ne leur donne pas ce pouvoir. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on voudrait faire. Je peux me permettre une petite remarque? Oui. Parce que si tu dis que la Constitution ne leur permet pas de faire ça, qu'ils le font quand même, donc quelque part, ils violent la Constitution à ce moment-là. Alors, exactement, ils violent la Constitution, mais ils ont fait des mesures qui leur permettent de le faire. La mesure, par exemple, c'est, ils ont changé le calendrier électoral, ils ont mis la présidentielle juste avant la législative. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens qui, à la présidentielle, ont perdu, ont tendance à s'abstenir parce qu'ils sont dégoûtés. En revanche, ceux qui ont gagné, ils votent à fond. Ce qui fait que quand on met ces calendriers-là, à la législative, le parti du président gagne toujours. Et l'abstention est immense parce que les gens qui ont perdu sont dégoûtés. Puis on ne va pas voter 4 fois de suite, c'est très chiant. La conséquence de ça, c'est que le président peut avoir le contrôle sur le Parlement. S'il ne pouvait pas, il n'aurait pas du tout de pouvoir. On l'a connu en cohabitation. Le président, quand l'Assemblée a une autre couleur politique, on voit vraiment quels sont ses réels pouvoirs. Donc, en fait, on a changé ces petites choses pour donner au président le maximum de pouvoir. Et comme la campagne présidentielle est juste avant la législative, en fait, c'est une campagne législative qu'on est en train de faire. On est en train de parler de projets que, en fait, c'est le Parlement qui devrait faire et le gouvernement. Donc, déjà, comprendre que le président, c'est ça, c'est important parce que c'est revenir à des principes assez sains de législation. Cela dit, ce que je voulais aussi te dire, et puis tu m'interromps, c'est que on va quand même parler de tous les sujets parce que, en fait, cela permet de comprendre à quel point le RIC est important.
sur beaucoup de sujets. On a parlé tout à l'heure de l'économie, par exemple. Tu dis RIC crée croissance. Oui, voilà, on peut en parler. Quel est le programme économique qu'on a? C'est le RIC constituant. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça permet. Et nous, on peut parler tranquillement de l'école, des fractures sociales, de l'Union européenne, de tout ce que tu veux, des retraites, parce que, en fait, le RIC a un impact sur ces choses-là et on peut expliquer comment. Donc, en fait, on n'est pas trop en difficulté à parler de tout ça, mais il y a quand même les deux aspects. Ce qu'on veut rappeler, c'est que tout ça, c'est quelque chose, une méthode de gouvernance qui produit beaucoup de bonnes choses, mais c'est pas, voilà, encore un autre qui veut proposer toutes sortes d'idées qui lui passent par la tête, et puis en fait, bon, Ouais. ça sera très souvent la catastrophe. Oui, oui. Bah, après, donc il y a une méthode quand même derrière cette idée-là. Mais comment on pourrait essayer de diffuser plus cette idée du RIC, tout ce que tu es en train de nous expliquer parmi la population. Je suis sûr que si on faisait un sondage, on aurait une toute petite minorité de gens qui sont un peu au courant de ce qu'est un référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que, je sais pas, en termes d'éducation populaire, comment on peut diffuser cette idée-là? Dans le cadre de la campagne de 2022, évidemment pour faire en sorte que Clara Egger puisse éventuellement se présenter. Mais comment dans la population tu, tu diffuseras un petit peu plus cette idée-là? Est-ce que ça doit se faire à l'école? Est-ce que l'éducation nationale aussi, elle est remplie par son rôle à ce niveau-là? Enfin, comment tu vois les choses là-dessus? Oui, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que alors, c'est pas vrai qu'il y a peu de gens qui connaissent le RIC. Après, on n'est pas obligé d'être tous des spécialistes de détail, mais il y a des enquêtes dans lesquelles ils demandent est-ce que vous connaissez ce que c'est et est-ce que vous êtes pour? Et les chiffres sont toujours à peu près les mêmes. Il y a 40% de personnes qui disent qu'ils savent bien ce que c'est et 75%, alors ça va entre, on va dire 69 et 85, mais en général 3 sur 4 qui sont pour. Donc, il y a déjà quelque chose qui est fait, je pense, dans la connaissance. Par contre, le problème du RIC, c'est que beaucoup de gens sont pour, mais pour la grosse majorité des gens, c'est pas la priorité. La priorité, c'est le chômage, le pouvoir d'achat, je sais pas, l'immigration, ou voir des choses comme le pass sanitaire, recommencer à vivre normalement. Ce que on comprend tous très bien parce que c'est notre priorité aussi. Mais ce qu'il faut mettre le paquet, c'est essayer de faire comprendre que ces problèmes que nous avons sont des problèmes qui sont associés à la façon dont on est gouverné. Pour le pass sanitaire, si on avait le RIC, c'est très facile. On recueille les signatures, on vote. Après, il est accepté, ben, tant pis, hein, si la majorité est pour. S'il est rejeté, ben, il n'y aura pas de pass sanitaire. Et de toute manière, compte tenu du risque qu'on vote, les politiciens auraient été moins arrogants à faire un pass sanitaire qui est le plus dur d'Europe, en fait. Ils auraient peut-être proposé quelque chose de moins dur pour ne pas se le faire casser. Donc, en fait, là, on voit très bien, il y a le choix entre avoir un système qui nous permet, à chaque fois qu'on nous tape dessus, de ne pas éviter d'affronter la police, éviter de dépenser une énergie folle pour ensuite finalement accepter parce qu'ils sont trop forts. Il y a une autre méthode, c'est se réunir comme des soldats derrière une idée très simple, c'est qu'on veut pouvoir euh, faire la loi, donc aussi abroger les lois de ce qui sont faites, et comme ça, pouvoir rester dans notre vie tranquille, dans notre famille, avec nos amis, en faisant nos hobbies, en faisant notre métier, mais tout en ayant l'épée de Damoclès pour pouvoir agir. Donc ça, c'est quand même très important et c'est ce message-là, je pense, qui est le plus important. Pas tant faire connaître le RIC, mais faire connaître, savoir que le RIC, en fait, c'est le vrai instrument de protection contre nos droits. Et en fait, c'est pas un hasard que ceux qui nous gouvernent détestent. Macron disait, je veux parler de tout sauf du RIC. Voilà. Donc, on a compris où se trouve ce qu'il faut faire, en fait.
D'accord. Donc, ouais, c'est un vrai danger pour cette démocratie représentative qui n'est plus vraiment une démocratie. Qui n'est Euh, plus ni démocratique ni représentative. Parce ouais, que même Churchill disait, pour être vraiment représentatif, Wilson, président des États-Unis, dans les années 20, disait, pour être vraiment représentatif, il faut que les citoyens peuvent nous sanctionner. d'accord. Et sinon, tu représentes qui? Ouais. Alors, on a une petite question de Gaël qui nous rejoint à nouveau. Oui, Au début, tu fait signer des pétitions sur les marchés, dans les rues, etc., pour justement essayer de promouvoir cette idée du RIC. Et bon, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, bon, d'une part, donc on expliquait. Mais il y avait aussi pas mal de personnes qui nous disaient que est-ce qu'il n'y a pas un risque, il n'y aurait pas un risque de lassitude finalement si le RIC pouvait être mis en place. Donc de lassitude de la part des gens s'ils étaient appelés à voter très souvent finalement. Donc voilà, ça c'est une partie de la question. Comment essayer de contourner ce problème et finalement, est-ce que ça soulève pas la question de la nécessité que la population soit davantage investie dans les affaires politiques, qu'elle cesse de laisser ça aux dirigeants, mais que vraiment elle s'en occupe davantage. Voilà. ok. Merci pour ces deux questions. Alors, sur la lassitude, comme je disais, on a des exemples qui existent, dont un qui a le constituant qui est tout à côté, donc la Suisse, vous pouvez aller voir. Quand je vais en Suisse, il m'est arrivé d'avoir des conversations très curieuses de type, et ils me disent, mais vous, comment ça marche? Vous élisez des maires? Oui, oui, tous les 6 ans. Ah, tous les 6 ans. Et après, au bout de 2 ans, si vous n'êtes pas content, vous faites quoi? Je dis rien. On attend, on manifeste. Ah, ils disent, mais moi, je serai dans la rue tous les jours. Les Suisses, ils disent ça. Je serai dans la rue tous les jours. C'est pas les Français qui sont gaulois qui sont dans la rue. C'est les Suisses seraient pareils s'il y avait pas de possibilité de s'exprimer autrement. Donc, en fait, on a là, ils sont absolument pas là de pouvoir voter. Et au contraire, c'est nous qui sommes fatigués de manifester. Parce que voter et signer des pétitions et voter coûte pas cher, hein. On pourrait le faire 2 fois plus. Alors que là, ça fait quand même 3 ans qu'on manifeste, et vous avez vu la lassitude et c'est totalement normal, sans compter les risques associés. Donc en fait, il n'y a aucun pays qui a le RIC constituant et puis un jour, il ne l'a plus eu. C'est quelque chose qui te verrouille ton pays, en fait, parce que les gens le veulent. Mhm. Les seuils qui permettent, les seuils de signature qui permettent d'avoir plus ou moins de référendums, quand on a un seuil bas, il y a plus de référendums, quand il y a un seuil très haut, il y en a moins. Et bien, dans tous les pays qui ont RIC constituant, le seuil baisse ou ne bouge pas. Mais il n'est jamais arrivé qu'il monte. Donc ça veut dire que les citoyens n'ont pas envie de voter moins. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair. Et surtout, ils ont envie, ce qui va se passer, par contre, et c'est vrai, c'est que les référendums n'attirent pas toute la population. En Suisse, chaque référendum, c'est 40% des personnes qui votent. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc, en fait, euh, la chose intéressante, par contre, là-dedans, c'est que, contrairement aux élections, c'est pas toujours les mêmes qui votent pas. Aux élections, c'est les mêmes catégories de gens qui votent pas. Ceux qui votent, c'est les gens sédentaires, les vieux, les gens instruits, etc. C'est les mêmes. Et donc, c'est pour eux qu'on fait campagne parce qu'on sait que c'est eux qui votent. Alors que dans les référendums, eh ben, chacun vote pour ce qui l'intéresse. Donc, quand vous avez une réforme de la petite école, ben, il y a des gens qui s'en foutent. Et puis, quand il y a une réforme pour couper les cornes de bœuf, vous l'avez peut-être entendu, ben, là aussi, il y a plein de gens qui s'en foutent. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui s'y intéressent vont voter. Et après tout, si moi je vote pas, je fais confiance à ceux qui s'y connaissent. Donc, en fait, oui, il y a cet effet que quand on vote souvent, on va moins souvent voter. Bon, par rapport à la France, il faut dire, ils votent autant. Mais disons que on va moins souvent, sachant qu'on a une opportunité par mois, hein. Je veux dire, ces gens-là, ils votent plus que tous les autres pays européens. Mais euh, parfois, on pique, quoi. On essaye de choisir le référendum qui nous parle. Et on laisse les autres à ceux qui ont une opinion, en fait. Donc, c'est ça qui se passe, c'est pas plus mal. Voilà.
L'autre question, c'était, mais faudrait-il pas que les gens soient un peu éduqués, conscients politiquement? Ça, c'est un jeu de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que quand tu mets le RIC, en fait, les gens deviennent, et ça c'est attesté, hein, vraiment, deviennent plus politisés et plus instruits. C'est-à-dire que quand tu donnes aux gens la possibilité de choisir, on vote là-dessus, c'est toi qui choisis, bah, à ce moment-là, tu as plus intérêt à aller te renseigner. Ce qui fait qu'on observe qu'en moyenne, les gens, simplement en mettant le RIC, tu as des connaissances politiques qui équivalent à amener au bac tout le monde, en fait. Oui, c'est Euh, une remarque qu'on entend souvent, c'est-à-dire les opposants au RIC t'expliquent souvent que, en gros, je résume, mais les citoyens sont trop cons pour aller voter sur tous les sujets et que ça serait limite dangereux, quoi. Donc ça, c'est un argument contre le RIC qu'on entend souvent. ouais, il faut leur dire, hein, nous, on essaie quand on en a l'occasion, que le RIC a été mis en place, par exemple, en Californie, au 19e siècle. Et la population californienne, à cette époque, était à 80% analphabète. Okay. Nous, on est à l'école de la République. Normalement, on dit qu'on est trop con, mais on a été formé quand même par l'école qui a été mise en place par nos représentants. Donc, normalement, Ouais, on devrait être un peu plus éveillé, mais eux, ils étaient analphabètes. Et ouais. avec le RIC constituant, eux, aujourd'hui, ils ont un PIB plus élevé que le nôtre, alors qu'ils sont moins nombreux. Donc, il faudrait quand même dire que si eux, ils n'étaient pas trop cons, et les Suisses du 19e non plus, aujourd'hui, avec tout le système scolaire qu'on a, etc., on a assez investi comme ça sur l'instruction. On peut directement accorder les droits maintenant. On peut passer à l'étape suivante. Bah, oui, alors là, ça pose la question de l'efficacité de l'éducation nationale. On va pas faire le débat là, mais du coup, ça m'en amène une autre que je garde juste pour après concernant le RIC, parce que là, tu prends l'exemple américain et c'est intéressant de se dire qu'aux États-Unis, là où le capitalisme est le plus débridé, eh ben, on arrive à allier ce système-là avec le RIC. Donc je me dis, tiens, est-ce que finalement le capitalisme ne permet pas une forme de démocratie directe et puis finalement tout va bien, de quoi on se plaint? On devrait peut-être pas se plaindre du système Ben, capitaliste. tu sais, juste une chose là-dessus. Les États-Unis sont devenus un symbole du capitalisme. Mais quand on suit l'histoire de cet État le plus connu, sans parler des autres, hein, qui sont encore plus flagrants, mais de la Californie, jusqu'aux années 70, la Californie était un État qu'on pourrait appeler socialiste. Il y avait des services publics hyper présents. Il y avait le travail des enfants et le travail de 8 heures a été voté longtemps avant la France et par référendum. Ils avaient des droits sociaux immenses et cela a été démantelé dans les années 70, que ça a pris complètement une autre direction. Euh, Qu'est-ce que ça nous apprend? Bah, ça nous apprend que, en fait, les gens, ça, disons que les gens votent parfois différemment. Il y a des effets générationnels, il y a des tendances qui vont dans une direction ou de l'autre. Mais ce qui est important, c'est que quand on a une situation de crise économique, et notamment en 29, et on le revoit aujourd'hui en 2008, ces pays deviennent plus égalitaires. Parce que les gens ont tendance à accepter qu'il y ait des très riches à condition qu'eux, ils sont mieux. Et en revanche, quand eux, ils sont pires, ben, il faut partager. Chez nous, c'est exactement l'inverse. Nous, on commence à redistribuer quand tout va bien, dans les 30 glorieuses, mais dès qu'il y a une crise, les riches attrapent tout et les autres n'ont rien. Ce qui fait que quand tu vas en Californie, en Suisse, juste après la crise de 2008, tu as des réformes de type limite de plafond des parachutes dorés pour les PDG qui ont été votées dans les deux endroits, alors que dans aucun autre endroit ils ont été votés, enfin ils ont été passés, aucun parlement les a fait passer. Donc c'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas s'attendre qu'on est tous socialistes ou tous capitalistes, que les gens ils votent parfois à gauche, parfois à droite, c'est comme ça, hein, il faut accepter. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de solidarité quand les choses vont mal. Ça, c'est quelque chose qui se passe.
Très bien, il faudrait qu'on le dise un peu plus, c'est une super remarque. Est-ce que, alors on va revenir un peu dans le temps présent, puis aussi parce qu'on arrive là au terme de notre entretien, on va revenir un peu en France là sur l'échéance des présidentielles. Est-ce que le fait d'être, je sais plus si on a dit tout à l'heure monomaniaque, c'est-à-dire le fait d'avoir une seule thématique ou monothématique, plutôt, ça peut être également une force dans le sens où dès qu'on va évoquer ce sujet-là, peut-être qu'on entend d'ailleurs, tu l'as mentionné tout à l'heure, dans d'autres partis politiques qui ont récupéré cette idée, eh ben est-ce que Espoir Ric et Clara Heger, elles ne deviendraient pas forcément une référence incontournable du sujet? Alors ça peut être une force aussi, non? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est pouvoir parler de beaucoup de choses pour que les gens, pour ne pas dire toujours la même chose. Mais par contre, évidemment, l'objectif même de cette campagne, c'est que la question démocratique soit au cœur de la campagne. Et que même si les gens sont contre la démocratie directe, le RIC, etc., et qui doivent être obligés de le dire, donc, plus on parle de ce sujet, et mieux c'est pour tout le monde, mais mieux c'est pour nous aussi. C'est-à-dire que on est ceux qui essayent de porter un maximum ce sujet sur la table. Donc, et même si les gens commencent à dire ah quelle horreur le RIC que je déteste, c'est bon pour nous. Le problème, ce qui est pas bon pour nous, c'est quand les gens en parlent pas du tout. Ouais, donc il faut pas qu'on soit indifférent à ce Voilà. sujet-là, ouais. Il vaut mieux en parler en mal qu'en bien. Donc je pense que Gaël nous a rejoint pour une question, une intervention. Oui. Euh, du coup, effectivement, je voulais demander, j'ai entendu Clara Heger dire que, bon, elle estimait que il y avait effectivement pas beaucoup de chances que sa candidature puisse aller très loin, mais qu'au moins il y avait un intérêt très important à cette candidature, c'était justement de poser le sujet au milieu de la campagne. Euh, Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, enfin, Clara a raison, c'est-à-dire que premièrement, une candidature à la présidentielle a besoin de trois choses. De gros capitaux économiques, ça aide beaucoup. Beaucoup de financiers, gens très riches qui te donnent de l'argent. Capital politique, c'est-à-dire connaître beaucoup d'élus, être dans les sphères des élus, c'est eux qui donnent les parrainages, c'est eux qui arrivent à faire relayer beaucoup de choses. Et capital médiatique, c'est-à-dire les médias sont attirés par vous. Nous, on est parti dans cette campagne avec aucun des trois. Donc, raisonnablement, c'est quelque chose de difficile. On va pas. Tous ceux qui n'ont pas. Au moins un des trois, ça pourrait aider. C'est pas exclu qu'on en arrive à avoir parce que cette campagne permet aussi d'acquérir ces trois capitaux. On a des gens qui veulent nous donner de l'argent, pas des masses, mais on a des gens qui nous contactent exclusivement pour nous donner de l'argent. On a des maires qui nous soutiennent, donc ça, on se fait le capital politique, on est en train de se le faire, et c'est utile parce que aussi ces maires-là, on sait qui soutient le RIC parmi les maires, donc on sait aussi où est-ce qu'on peut faire des événements, par exemple. Et le troisième chose, le capital médiatique, ben, on y travaille autant qu'on peut. Donc, en fait, ces trois aspects avancent, mais avancent lors d'une campagne. Ce n'est pas comme si on y avait investi par le passé, on y investit maintenant. Donc, dans cette configuration, il faut avancer pas à pas. On s'interdit naturellement aucun objectif, mais ce serait stupide de commencer à parler, ne serait-ce que la campagne du premier tour, sans avoir des parrainages. Parce qu'il faut, je rappelle pour tout le monde qu'il faut 500 parrainages d'élus pouvoir se candidater au premier tour. Donc en fait, voilà, et la chose intéressante, c'est qu'à chaque étape, si on s'arrête là, il y a quelque chose à faire. Parce que ne serait-ce que dans l'étape actuelle où on cherche les parrainages, le soutien médiatique, ben, on a affaire qu'on a mis ensemble des gens motivés, on a des réseaux de maires, on a des réseaux de finances et on commence à entrer en contact avec différents antennes médiatiques. Donc ça, c'est très important. Et plus on a de personnes qui viennent chez nous
mais on n'a pas besoin d'être 1500. On a besoin d'être 200, mais très beaux. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur, ne sont pas timides, foncent, etc. Et ça, on en a, et c'est vraiment génial de travailler avec eux. Et plus ces choses peuvent avancer. Donc, la question est aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à vers les 500 parrainages, sachant que on en a quelque chose, on peut aujourd'hui euh, euh, raisonnablement penser qu'on en a un peu plus d'une cinquantaine, sachant que quand je dis raisonnablement, c'est qu'aujourd'hui, les parrainages ne peuvent pas être donnés. Hein. Aujourd'hui, c'est les promesses de parrainage qui peuvent être données, qui ne valent rien. Donc, il faut toujours compter qu'il faut avoir quelque chose comme 700 à 1000 promesses pour pouvoir en avoir 500, de fait. Ah oui. Donc, disons que, voilà, aujourd'hui, on en a un dixième de ce qu'il faut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peine 3 semaines, on en avait un. Donc, ça monte, ça peut monter vite, ça peut s'arrêter, on ne sait pas. Si ça monte vite, on y arrive. Si ça monte, si ça stagne, on n'y arrive pas. Et en fait, tout dépend des personnes qui ont envie de se dire, allez, j'y vais, je vais parler au maire de mon endroit, je vais apprendre à parler à des élus qui souvent, c'est des maires de petites communes, hein, donc ce n'est pas des gens inaccessibles. Mais néanmoins, il faut pouvoir parler avec eux, pouvoir dire pourquoi on veut ça. Et cela, beaucoup de gens ont appris, ils n'ont jamais fait, ils sont venus chez nous et on a commencé simplement à faire des simulations. Non, on a quelqu'un de très bon qui fait bien le maire chiant. Et donc, eux, ils jouent le contact au maire et lui, il joue le maire. Et une fois que les gens se sentent un peu sûrs, ils partent. Et là, c'est une expérience incroyable parce que les maires, ils sont là, ils reçoivent des parrainages, ils savent pourquoi les gens viennent. Et on apprend à parler de ça et à convaincre nos élus. Et convaincre nos élus signifie être plus fort demain, avoir un réseau plus important. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est ça qui joue. S'il y a des gens qui attendent que Clara soit candidate au premier tour pour la voter, bah, si ça se trouve, c'est pas, la fièvre, ça a passé, en fait. C'est pas ça qu'aujourd'hui, on vise. Euh, et si ça se trouve, non. Mais en tout cas, il y aura d'autres gens qui ont réussi à faire tout ce maillage, tout ce travail qui est vraiment le travail au final de quelqu'un qui veut obtenir quelque chose. C'est-à-dire entrer dans ce système, savoir qu'il y a des maires qui sont comme nous. Hein. Des fois, ils sont comme nous, les maires. Ils nous accueillent vraiment sympa parce qu'ils sont pour le RIC, ils trouvent qu'ils en ont marre, ils trouvent que la France, le pouvoir se concentre dans les mains du président et eux, ils sont en activité de merde, hein, surtout avec les nouvelles réformes territoriales. En fait, ils sont gilets jaunes, il y a plein de maires gilets jaunes. Donc, en fait, c'est des maires de petites communes qu'il faut les trouver, il faut être coordonné. C'est pour ça que je parlais d'une armée, mais c'est une armée pacifique, mais quelque chose qui a les armes institutionnelles pour gagner. Voilà. Et par exemple, si quelqu'un est convaincu par cette démarche et qu'il souhaite justement aller parler à son maire, comment il fait? Il vous contacte d'abord et... Oui. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Quelqu'un peut agir totalement indépendamment parce que si vous allez dans notre site, il y a un onglet parrainage et dans l'onglet parrainage, il y a une voie qui dit comment contacter son maire. Donc, il y a un kit avec des conseils, tout simple, tout bête, et quelqu'un peut aussi faire ça de son côté. Mais le mieux et le plus sympa aussi, c'est, enfin, le plus sympa pour eux et pour tout le monde, en fait, c'est effectivement, c'est un contact de s'inscrire et de dire qu'il voudrait, par exemple, travailler pour les maires. Nous, on répond, ou alors de ne pas nous écrire directement et de venir le mardi soir à 20h30, tous les mardis soirs à 20h30, on a une réunion avec tous les nouveaux arrivants. Sur Jitsi, le lien est sur le site. Jitsi Espoir RIC. Et c'est des rencontres ouvertes. Et bah, voilà, parfois il y a 20 personnes, parfois il y en a 3, hein, mais c'est sympa. Et l'objectif, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent s'investir, qu'est-ce qu'ils veulent tenter. Et en fonction des envies, ben, c'est moi généralement qui accueille.
et je les oriente vers des groupes, par exemple le groupe parrainage. Et donc, du coup, après cette conversation, si on veut apprendre à parrainer ou contacter son maire, mais autre chose aussi, ben, les personnes du groupe parrainage vont le contacter et lui dire, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux une formation? Est-ce que tu veux des documents? Qu'est-ce qu'il te faut? Et donc, la personne a cet appui-là pour pouvoir lui-même faire ce qu'il veut et donc contacter peut-être uniquement leur propre maire, mais potentiellement, si les gens y prennent goût, ils peuvent contacter aussi d'autres maires. Très bien. De toute façon, on mettra le lien dans la description de notre entretien, donc celui d'Espoir Ric, et puis on fera une petite présentation. Au passage, voilà, bravo pour les gens qui bossent avec vous, parce que votre site est très bien fait, et tu parlais des onglets tout à l'heure, c'est très clair et très bien fait. Moi, je suis allé le voir pour préparer cette interview, et voilà. Donc, On va le faire écoute, évoluer encore, mais c'est vrai qu'ils sont ouais, très beaux. C'est vraiment un plaisir. ouais, ouais. D'ailleurs, vous êtes bienvenus aussi, hein, vous les connaîtrez directement. On n'en doute pas, ouais. Ok. Eh ben, écoute, Raoul Maniberton, on te remercie pour ta présence, tes explications. Et on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Est-ce que Gaël a une dernière intervention ou on est bon? Non, c'est bon, juste voilà, merci également. Et oui, bon, tu as dit qu'on mettra le lien. Sinon, effectivement, je voulais le dire, mais puisqu'on mettra le lien, donc voilà, espoir-ric.fr pour toutes les informations. Merci. Ok. Merci à Merci, Gaël. toi. Bonne Salut, continuation. Béranger. À Et la à bientôt prochaine. peut-être. Merci, Oui. ouais. Au revoir.